En route pour le sud de l'Europe vers une petite merveille, l'île de Crète, qui est la plus grande des îles grecques. Elle a été rattachée en 1913 à ce pays. L'île possède une forme étirée. Elle s'étend sur 255 km d'est en ouest et dans sa plus grande largeur, sur 55 km du nord au sud. D'une superficie de 8400 km², elle est la 5e île de Méditerranée, après la Sicile, la Sardaigne, Chypre et la Corse. L'île est montagneuse. 3 massifs la dominent. Les Leica Ori, appelées aussi montagnes blanches, à l'ouest avec 2453 mètres d'altitude. Le massif du mont Psiloritis, appelé aussi mont Ida, au centre, et qui est d'ailleurs le point culminant de l'île avec ses 2456 mètres d'altitude. Et enfin, le massif du mont Dictys, à l'est, avec ses 2148 mètres. L'Olivier occupe une grande partie des plaines, collines et pentes des montagnes crétoises. On note aussi la présence d'autres cultures, mais en moins grande quantité. L'élevage ovin et caprin est en déclin, même si la grimie, ou chèvre sauvage, fait toujours partie du paysage. Notre périple commence à Héraclion, qui est situé sur la côte nord, au centre de l'île. Sa population est d'environ 151 324 habitants. Elle tire son nom du héros grec Héraclès, auquel les Crétois avaient voué un culte en ce lieu. En souvenir de son lointain passé, elle abrite un musée archéologique, considéré comme le 2e plus grand musée du pays. Il est composé de 22 salles d'exposition suivant un ordre chronologique. On y trouve aussi des laboratoires, des bureaux et une bibliothèque. L'urbanisme de la cité déroute quelque peu. Au centre de la ville se côtoient églises byzantines, palais vénitiens, fontaines turques, bâtiments néoclassiques et immeubles de béton construits dans les années 1950. Détruite à plusieurs reprises, notamment en août 1898 et durant la Seconde Guerre mondiale, Héraclion a eu les pires difficultés à gérer son développement. Située au bord de mer, la forteresse de Koule est une construction vénitienne qui garde l'entrée du port. Elle est un symbole de la présence vénitienne, puis ottomane sur l'île. En déambulant sur le port, on retrouve bien l'atmosphère typique des îles grecques avec ses embarcations colorées. Incontournable de la Crète, Knossos, site archéologique de l'âge du bronze, se situe à 5 km au sud-est d'Héraclion. Les ruines ont été découvertes en 1878 par un antiquaire crétois, Minos Kalokérinos, qui a conduit les premières fouilles, mettant au jour des magasins dans l'aile ouest du palais, ainsi que des éléments de façade. Le 16 mars 1900, un archéologue britannique, Arthur Evans, achète l'ensemble du site et entame des fouilles de grande envergure. Associé à la légende du palais du roi Minos, le site, occupé depuis 7000 ans avant Jésus-Christ, fut la capitale de l'île lors de la période minoenne. En réalité, c'est un ensemble complexe de plus de 1000 pièces imbriquées qui servait à la fois de centre administratif et religieux, mais aussi de centre de stockage de denrées. À quelques 70 km d'Héraclion, le bourg de Elunda est devenu une station de vacances connue pour ses établissements qui sont parmi les plus luxueux de l'île.
Parmi les personnalités qui fréquentent le village, les plus connus sont l'ancien Premier ministre grec Andreas Papandreou et la famille royale d'Arabie Saoudite qui se rend quasiment chaque année dans la station. Les yachts de luxe côtoient les modestes barques colorées des pêcheurs. Ensuite, nous traversons Agios Nikolaos, endroit agréable en été comme à l'automne, époque à laquelle l'eau est encore chaude du fait de la géographie particulière de cette région. La ville est l'une des plus réputées de Crète en ce qui concerne les divertissements et la vie nocturne. De nombreux bars, restaurants, tavernes, boutiques sont présents et ouverts tard le soir. Un marché s'y tient également chaque semaine. En se dirigeant vers le monastère de Preveli, on traverse le plateau assez désertique du Lassiti, large d'environ 25 km², qui est surtout connu des touristes comme la vallée aux 10 000 moulins. On découvre ensuite le monastère orthodoxe de Preveli, qui est particulièrement célèbre pour sa résistance contre les Ottomans en 1866 et au cours de la Seconde Guerre mondiale. Tout proche se trouve un mémorial rappelant justement la participation active du monastère et de ses occupants pendant la Seconde Guerre mondiale. Situé à une distance d'environ 69 km à l'est d'Agios Nikolaos, nous arrivons à Sitia, qui compte environ 85 000 habitants. D'après les archéologues, la ville actuelle se trouve sur le site de l'ancienne ville d'Itia. Quant au monastère de Toplou, c'est une véritable forteresse qui offre aux yeux des curieux de superbes icônes ainsi que des fresques dont certaines datent de sa construction au XVe siècle sous l'occupation vénitienne sur les ruines d'un ancien temple ou monastère. Dans l'esprit architectural, les connaisseurs reconnaîtront là le style des monastères des météores. Les amoureux d'icônes et d'art byzantin ne pourront passer à côté. Monastère riche et puissant, Toplou a amassé des trésors aujourd'hui présentés au public. Il a une tradition de résistance et a, à plusieurs reprises, abrité des partisans. À noter que les moines de Toplou élaborent à leurs heures perdues l'une des meilleures huiles d'olive
biologique de surcroît, de Crète, ainsi que du vin, également très réputé, et du raki, qui se compose ainsi de souma, produit de distillation de la vigne, de raisins et de graines d'anis. Petit arrêt à la plage de Vaille, bordée d'une forêt de palmiers. On raconte que cette forêt a été plantée par des soldats égyptiens lors de la guerre opposant Itanos à Pressos au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Selon une autre légende très tenace, les palmiers auraient été importés en Crète en l'an 824 par les Arabes. En réalité, les palmiers de Vaille constituent les derniers vestiges des palmeraies naturelles qui, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, existaient partout dans les zones côtières de l'île. Site incontournable, les ruines de Gortide, qui fut l'une des villes les plus puissantes de Crète et aussi la capitale au cours des périodes romaines et byzantines en prenant la place de Phaistos. Les monuments les plus intéressants à voir sur le site sont les vestiges d'une acropole fortifiée, le temple d'Athéna, un théâtre antique et l'Odéon, qui a été utilisé pour des spectacles, récitals et animations musicales. En outre, vous pourrez voir à l'arrière du site le célèbre et rare platane au feuillage persistant de Gortine qui aurait fait de l'ombre aux invités des noces de Zeus et Europe. Et ne partez pas sans découvrir de voir le code, encore appelé la grande inscription, gravé sur 12 colonnes. Ces textes traitent des questions de droit civil et sont extrêmement progressistes et libéraux. Il s'agit non seulement des lois des cités-États crétoises, mais aussi du plus ancien code de droit grec. Il est considéré comme la plus grande contribution de la Crète classique à la culture mondiale. Avant l'arrivée à la Canée, nous traversons les gorges de Samaria, qui font partie des parcs nationaux de Grèce et sont reconnus en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1981. Avec 16 km de long, elle figure parmi les plus longues gorges d'Europe. Sur ce continent, seules les gorges du Verdon en France sont encore plus longues, avec 20 km. Bien qu'elle ait été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, la Canée, deuxième ville du pays, est considérée comme une des plus jolies villes de Crète, avec le vieux port vénitien et son phare du XVe siècle, ainsi que la mosquée des Janissaires. La plupart des bâtiments ont été restaurés afin de devenir des hôtels, des magasins ou des bars. Et il fait bon flâner dans ces ruelles pittoresques. Autre cité importante, la ville de Réthymnon, avec ses 32 000 habitants, qui date quasiment entièrement de l'époque vénitienne. Aujourd'hui, elle tire ses principaux revenus du tourisme. Elle est également le site de la faculté de philosophie de l'université de Crète. Intéressons-nous maintenant à Arcadie, qui fut un centre actif et un des hauts lieux de la résistance contre l'occupation ottomane, ce qui fit sa célébrité. Pendant la révolte crétoise de 1866, 943 Grecs y trouvèrent refuge, des résistants et une majorité de femmes et d'enfants. Après 3 jours de combat,
et sur les ordres du supérieur du monastère, les Crétois firent sauter les barils de poudre, préférant se sacrifier plutôt que de se rendre. Le monastère est devenu aujourd'hui un sanctuaire national en l'honneur de la résistance crétoise. Le 8 novembre est désormais le jour de fête commémorative à Arcadie et à Rétignon. L'explosion ne mit pas un terme à l'insurrection crétoise, mais attira l'attention de l'Europe sur ce peuple qui se battait pour son indépendance. Il est un autre monastère important de la Crète, celui de Agia Triada. Il se situe dans un paysage composé d'oliviers, de vignobles et de cyprès. Du point de vue architectural, il est un des échantillons les plus importants de la Renaissance crétoise. Lors du soulèvement de 1821, les Ottomans ont incendié le monastère qui fut abandonné durant quelques années. Les archives furent détruites. Mais le monastère fut restauré en 1830. Et en 1892, on y créa l'école destinée à l'enseignement de membres du clergé et d'instituteurs. En 1930, l'école devint un séminaire. Un petit musée y abrite la collection des quelques rares objets qui furent préservés en dépit des nombreuses aventures du monastère. Il s'agit principalement d'icônes, de vêtements sacerdotaux, d'objets du culte, de quelques manuscrits, d'anciens livres et de documents officiels. À environ 12 km à l'est de Spacchia, on découvre le Frango Castello, qui veut dire château franc. Il fut construit par les Vénitiens entre 1371 et 1374, afin de sécuriser la région de Spacchia, alors en prise à la piraterie. De forme rectangulaire, la forteresse possède une tour à chaque angle. Les bâtiments à l'intérieur des murs sont d'époque ottomane. Ainsi se termine notre périple. La Crète possède tout le charme du sud de l'Europe et ses habitants sont à la hauteur de ses paysages et de ses monuments. Partout, des sourires accueillent les visiteurs. Une île fascinante, tout en beauté et en douceur de vivre. Voilà l'image que l'on retiendra de la Crète.